Le Tech Fest Live. Avec Philippe Regnoux. C'est en direct et en public. Et c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Tech Fest Live. On est ensemble pour 5 heures de direct. 5 heures, oui, 5 heures, avec des surprises, des invités de la tech et évidemment l'esprit de la fête qui habite ces lieux pendant 2 jours. Ici au Help Expo de Grenoble où sont attendus pas moins de 20 000 visiteurs. Est-ce qu'ils sont là les visiteurs? Est-ce qu'on peut donner un peu de la voix? Je les entends pas, voilà. Dans cette heure d'émission, nous allons parler d'espace avec le vulgarisateur scientifique Christophe Chaffardon. Nous poursuivrons notre voyage stellaire avec une autre étoile, l'iconique Claudie Aigneret. Également au programme, le solaire photovoltaïque avec Nicolas Chandelier. Sans oublier les chroniques Tech Rayonnant, Tech Sport et Tech Data. Et Ariane Cronel qui vous fera entrer dans l'un des épisodes de sa série Enquête d'avenir. Il y sera question de crise. Tout le monde en parle de la crise, mais finalement on parle de quoi? On verra ça tout à l'heure avec elle. Mais pour commencer, on se tourne du côté de la journaliste du magazine H30, Laurie Bruno. Salut Laurie. Ça va? Ça va très bien, on est en très bonne compagnie là. Ben oui, il y a du monde un petit peu en haut des pistes. Et voilà, on est en haut des pistes, exactement. On va faire la piste noire ensemble. Hein. Ah ben trop mais, bien. Mais on n'est pas là pour skier, hein, Laurie. Hein. On est d'accord, hein, parce qu'on va faire un peu de glisse avec toi, mais dans les couloirs, dans les méandres de ce Tech Fest 2025. On va aller dans les coulisses avec toi. Hein. Mais exactement, mais moi je me suis dit quand même Grenoble, les Alpes, il y a une cabine téléphérique. Bon, j'ai pas vu beaucoup de monde en tenue de ski, mais je vais continuer un petit peu de chercher parce que Tech Fest, moi je suis venue pour le party fest en fait, pour m'amuser. Voilà, mais par contre en arrivant ce matin, je suis tombée sur Simone. Et là tu vas me dire, mais qui est Simone? Exactement. Et ben Simone, c'est l'avatar Gen AI de Simone Hérault. Alors Simone Hérault, c'est la dame qui fait la voix historique de la SNCF depuis 40 ans. Je sais pas si vous saviez. Ah, ça leur remonte un peu quand même. Hein. Exact. Et donc c'est une borne holographique qui a été déployée à Gare du Nord à Paris en juillet 2024, donc pour orienter les supporters pendant les JO. Et depuis, en fait, ils l'ont gardée pour orienter les touristes. Et donc moi, je me suis amusée à lui poser une question. On écoute tout de suite. La réponse. Salut Simone, j'arrive de Grenoble et j'aimerais bien aller voir la Tour Eiffel à Paris. Comment est-ce que je fais? Voici ce que j'ai trouvé pour vous rendre de Gare du Nord, Paris à Tour Eiffel, 5 avenue Anatole France, quartier du Gros Caillou, Paris 7e arrondissement, Paris. Voilà, donc c'est assez rapide en plus. C'était pas les retards non plus, c'est ça. Pas encore, je sais pas, on verra. Et ouais, donc en plus tu vas voir, elle est polyglotte et puis si elle répond pas à ta question, tu vas carrément avoir un agent SNCF dans un bureau qui va apparaître sur l'écran pour te répondre. C'est plutôt stylé, non? On écoute. Alors Laurie, écoute, Simone, elle a la particularité de pouvoir comprendre près de 140 langues. Et elle répond dans 6 langues. Donc le français, l'anglais, l'italien, le portugais, l'allemand et l'espagnol. Ça fait partie des belles avancées qu'on a dans la roadmap. C'est qu'effectivement on puisse combiner une expérience numérique avec un agent Gen AI, mais aussi l'intervention d'une vraie personne qui viendrait répondre aux attentes des gens, les questions auxquelles on ne serait pas capable de répondre, ou tout simplement parce que les gens préfèrent échanger avec un vrai agent plutôt qu'un avatar, tout simplement. Voilà. Humain, voilà. Exactement. Donc c'était Cyril Laurent, le cofondateur de Alp Valley, qui est l'organisme qui a porté le projet. Donc la borne, elle a été transportée depuis Paris pour le Tech Fest. Donc elle est là juste à côté, vous pouvez aller la voir. Et la ratez pas parce qu'elle a quand même été classée top 5 des innovations IA mondiales par Meta en 2024. C'est pas rien. Eh bien merci Laurie, on te retrouve dans 1 heure pour un autre clin d'œil sur les coulisses de ce Tech Fest 2025. On part dans l'espace et notre Major Tom à nous, il s'appelle Christophe Chaffardon, vulgarisateur scientifique et passionné d'espace. On l'applaudit. On s'installe ici, Christophe. Voilà, vulgarisateur scientifique passionné d'espace. Vous nous rendez donc l'espace plus accessible. Pourquoi l'univers il reste si fascinant pour vous? Je crois que déjà on a tous été des enfants, ça c'est sûr. Ah oui. Hein. On a tous des souvenirs quand on était petits l'été, couchés sur l'herbe à regarder les étoiles, à se poser des tas de questions. Puis les fusées, puis les astronautes et tout ça. Et on continue à se poser des questions. Et nous, à Toulouse, à la Cité de l'Espace, on essaie d'y répondre pour le plus grand nombre. Alors effectivement, Christophe, vous êtes scientifique animateur à la Cité de l'Espace à Toulouse. Alors pour ceux qui connaissent pas encore la Cité de l'Espace, c'est un peu comme un parc d'attractions qui vulgarise la conquête spatiale. Je sais que c'est pas forcément, ils aiment pas la... c'est un centre, c'est vraiment un centre de culture scientifique qui propose en fait différents types de supports de découverte à tous les publics. On a des expositions interactives, on a une salle IMAX, on a des tas d'objets, des animations aussi
il y a beaucoup d'animations qui sont faites tout au long de la journée avec des animateurs scientifiques. Et puis de manière plus récente, une nouvelle expérience, ça s'appelle Lune Explorer. Et cette expérience est unique en Europe, elle vous permet de ressentir les sensations d'un astronaute au décollage en mission lunaire. Oui. Waouh. Ça dure une trentaine de minutes, je vous engage à venir voir. Ah bah oui, et vous êtes ici au Tech Fest pour aussi proposer un stand d'animation. Est-ce que c'est celui-ci? Tout à fait. Alors c'est pas celui-ci. C'est On pas a celui-là. déplacé Lune Explorer à Grenoble. D'abord, on est très content d'être ici, très content d'être à Grenoble. Je vois le monde qu'il y a au c'est Tech fou, Fest, Ça, toute il y en cette a partout. Il y en a partout. ébullition autour des technologies. Et puis en effet, oui, on est venu avec un stand d'animation. Alors en effet, on parle de la Lune. Pourquoi revenir sur la Lune? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et avec des petites animations et petites expériences, on propose à tous les curieux, les publics qui veut un petit peu découvrir ça, pourquoi revenir sur la Lune. C'est un des grands sujets spatiaux en ce moment. Alors vous êtes ici aussi, on parle de la Lune, mais pour présenter un collectif qui a pour nom Martiens de Toulouse. Ça n'a rien à voir avec le Stade Toulousain, on est évidemment rien à voir avec Dupont, même s'ils sont un peu lunaires, un peu extraterrestres. C'est quoi ce collectif en 2 mots, Christophe? Alors c'est vrai qu'à Toulouse, il n'y a pas que le rugby, il y a des stars il y a des stars du rugby, mais il y a des stars du spatial en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Et en fait, à Toulouse, on a à peu près 15 000 personnes qui travaillent sur le spatial. Wow. Et parmi eux, il y a beaucoup de gens qui travaillent vraiment sur Mars, c'est-à-dire qui participent aux missions d'exploration martiennes, c'est souvent des missions d'ailleurs américaines, et notamment, alors parmi eux plusieurs personnes, mais un qui est venu ici, c'est un des piliers de ce collectif qu'on a mis en place. Sylvestre Maurice. Sylvestre Maurice, tout à fait. Un grand astrophysicien qui ne connaît pas. Qui est un peu le papa d'une caméra chimique qui a été embarquée à bord de Perseverance. Ouais. Alors il y a eu Chemcam, il y a Supercam. Et Supercam maintenant. Qui détecte sur Mars des rochers. Bon, c'est des labos qui sont connus dans le monde entier et donc ce collectif que nous animons est là pour montrer aussi au public pourquoi aller sur Mars, comment aller sur Mars, tous les enjeux qu'il y a et qu'il y aura de plus en plus d'ailleurs autour de l'exploration de cette planète. Et c'est très sympa du coup pour le Tech Fest à Grenoble cette année d'avoir Sylvestre Maurice qui, au nom des Martiens de Toulouse finalement, va un petit peu nous expliquer tout ça. Et il a rien d'un extraterrestre, vous verrez, hein, il y a tout d'humain, et tout c'est agréablement humain. Justement, on parle, Christophe, de Mars. C'est devenu l'objet d'une conquête effrénée. Le président Trump a affiché la couleur en présence d'Elon Musk le 20 janvier dernier. C'est objectif Mars pour les États-Unis et tous les moyens sont bons pour y arriver. Or, il faut le dire, il y a des conséquences environnementales dans cette conquête. Alors la question elle est simple, est-ce qu'il faut l'accélérer cette conquête? Est-ce qu'il faut au contraire la limiter, la freiner, voire la stopper? Alors je vais vous dire, à la Cité de l'Espace, vraiment justement on essaie de plus en plus de traiter l'actualité spatiale. Les visiteurs arrivent avec plein de questions, on entend beaucoup de choses et nous on est là aussi pour expliquer le vrai du faux et où on en est. Ce que je peux vous dire juste, c'est que l'exploration de Mars, elle existe. On envoie des robots, on essaie de mieux comprendre l'environnement martien. Peut-être, on essaie de voir, on n'a rien trouvé encore. S'il y a des traces de vie extraterrestre, pour le moment, on l'a pas trouvé. Envoyer des hommes, alors là, franchement, c'est une toute autre affaire. On n'est pas du tout prêt à envoyer des hommes pour le moment. Alors déjà, on va essayer de revenir sur la Lune parce que ça peut être un moyen aussi de se préparer peut-être à cette exploration habitée martienne. Mais je crois que là, il y a quelques décennies qui risquent de passer avant une exploration humaine. On rêve en couleur, c'est ça que vous nous dites un petit peu. On se permet de rêver, mais c'est un peu trop. Oui. C'est du bluff là encore un petit peu, non? Alors bon, c'est du bluff. Il faut toujours se méfier avec les Américains notamment, mais non, là je crois qu'on est vraiment pas du tout sur les mêmes rapports. Vous savez, on fait une petite maquette avec les élèves et pas que les élèves qui viennent à la Cité de l'Espace pour bien qu'on se rende compte. On fait une maquette du système solaire. Ok, on prend une balle de tennis qui est le Soleil. Ok. Balle de tennis, le Soleil. À cette échelle, on a tout rapetissé de 20 milliards de fois. La balle de tennis représente le Soleil. La Terre, c'est tout petit plomb comme ça qui fait 1 millimètre. Oui, 1 millimètre. C'est pas grand-chose. Ce millimètre-là, à quelle distance on met de la balle de tennis en gardant la même échelle? Loin. C'est-à-dire à 8 mètres. Ah, il y a 8 mètres. Ok. Balle de tennis. 8 mètres plus loin, il y a la Terre qui fait 1 millimètre. La Lune, à cette échelle, elle est à 2 centimètres. C'est rien. Mars, à cette échelle, elle est à 5 mètres. Donc vous voyez la différence entre aller sur la Lune et aller sur Mars, c'est pas du tout la même chose. Ça pose beaucoup de problèmes, notamment pour les hommes, et donc on n'y est pas encore du tout. Christophe Chavardon, dernière question. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce Tech Fest, concrètement? Alors, moi, je viens d'arriver ce matin. Déjà, comme vous le disiez, je suis vraiment ravi parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde. Vous êtes dans le bain, on le sent. Vous êtes... Oui, mais je suis allé voir. Moi, je vais rencontrer. J'ai vu déjà des choses autour du CEA qui travaille sur la Lune. Il y a une combinaison, notamment là, du CNES, une collaboration avec Spartan, le CNES, le MEDES, Decathlon qui est exposé. Ben, je rencontre tous ces gens-là pour les inviter. À Toulouse, on a un grand événement qu'on prépare le 18 mai
à la Cité de l'Espace, justement, grand public, porte ouverte. On a 8000, 9000 personnes qui viendront nous voir pour parler de la Lune, pour montrer tout ce qu'on fait. Et il y a beaucoup de choses qui se font à Grenoble. On sera ravis d'accueillir les Grenoblois. Le rendez-vous est pris. Merci Christophe Chaffardon. Je rappelle, vous êtes vulgarisateur scientifique rattaché à la Cité de l'Espace à Toulouse. Et nous aurons l'occasion de nous remettre la tête dans les étoiles dans quelques minutes avec nul autre que la très iconique Claudie Aignoret. Merci beaucoup. Et tant qu'à parler d'étoiles, on en a deux d'étoiles. Nos amis de Polypus, Bertrand Caron, Gaël Soula, on les applaudit et on va les chercher dans la cabine. Ils arrivent. Merci Christophe. Et voilà. Alors les amis, ils ont un poulpe. Allez, on y va. On va chercher les micros. Alors les amis du poulpe, vous allez aller dénicher d'autres étoiles dans ce Tech Fest. C'est concept, notre affaire. C'est un peu concept, puisque vous avez pour mission aujourd'hui, est-ce qu'il fonctionne le micro? Il va fonctionner. Vous avez pour mission aujourd'hui de connecter certains des visiteurs du pavillon de la Digital League. Expliquez-nous ça. Qui veut commencer? Celui qui a un micro qui marche. Ça fonctionne. Bertrand. Salut Philippe. Bonjour à tous. Effectivement, déjà, nous, on est ravis de parler de connexion. La connexion, c'est l'ADN de Polypus. Voilà, c'est pour ça qu'on t'a amené un poulpe. On est 3 associés, Gaël, moi. Et là, c'est Nono. C'est Arnaud, notre associé. C'est Arnaud. Voilà, il est là. Et voilà. Donc, il est en fait, tranquille. je trouvais que c'était un petit peu vite. J'aimerais bien que tu t'occupes de lui pendant Pas de problème, on va le garder avec nous. Merci à toi. Donc, effectivement, nous, notre ADN, c'est de connecter. Donc, on connecte nos écosystèmes, autour d'un récif qui est notre communauté. On connecte pour nos clients, des startups, des PME, des grandes entreprises. Et c'est notre ADN aujourd'hui. Gaël, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui sur Tech Fest? Connecter, ça veut dire quoi concrètement? Connecter, alors avant de vous dire ce qu'on va faire, je vais déjà vous dire ce qu'on fait nous chez Polypus. Donc, allez, on y va, très rapidement. Polypus, on est présent depuis 7 ans, donc en région lyonnaise, à Paris, à Nantes et aussi en Suisse. Notre boulot, c'est d'accompagner en fait des scale-up et des PME innovantes à se structurer et à développer leurs activités sur des piliers qui sont la gouvernance, le commerce, le marketing, la partie RH, le financement et l'international, assez important aussi. Et puis on accompagne aussi des ETI, des PME à se rapprocher de ces entreprises innovantes pour résoudre des problèmes et aussi des investisseurs auxquels effectivement on vient aider à sécuriser leur position. Du coup, et donc voilà, donc sur ce Tech Fest, très rapidement, vous allez... En lien avec ce que veut dire Gaël, c'est que on va matcher. Voilà, donc on va matcher des entrepreneurs, des grandes entreprises. Donc on a une mission, Philippe. C'est toutes les heures, c'est de ramener des matchmaking, ramener des gens et les faire connecter chez toi. Ça se passe ici et au stand de la Digital League. Donc vous êtes prêts à relever cette mission, les amis? Yes. Alors, on se retrouve à 14h avec vous cet après-midi pour découvrir un premier duo connecté grâce à vos bons soins. On vous remercie, Bertrand, merci Gaël. On peut les applaudir s'il vous plaît, ils vont donner de leur corps aujourd'hui. Et fais bien attention à Nono, je te le laisse. Attention à Nono. Eux aussi, ils connectent les acteurs sur un territoire ô combien attractif. C'est l'heure du Tech Rayonnant avec nos partenaires de Lyon Invest. Alors voilà, il s'installe avec nous. Léa, salut Léa. Léa Pérouse, conseillère territoire chez Onlilio Invest, première chronique Tech Rayonnant d'Onlilio Invest sur ce Tech Fest Live. Et pour démarrer, on parle de, et ça tombe bien, Grenoble et de tech. Et le mot d'ordre en la matière, c'est coopérer, Léa. Oui, exactement, Philippe. Effectivement, l'Académie française nous rappelle que ce verbe remonte au XVe siècle et qu'il a été emprunté du latin chrétien cooperari, qui veut dire faire quelque chose conjointement avec quelqu'un. Cette logique, en fait, elle exprime la volonté d'être au moins deux parties et de renforcer leur relation sur une action, un projet dans un domaine, en fait, particulier. Et nous, au sein de l'agence d'attractivité Onlilio & Co, la coopération, elle fait partie, en fait, de l'ADN de la structure depuis son existence il y a plus de 50 ans. Le faire ensemble a toujours fait partie de la dynamique de Lyon. Et n'a cessé en fait d'être nourri depuis toutes ces années par les acteurs publics et privés qui sont engagés dans le développement du territoire. Concrètement, la coopération territoriale, elle se traduit au quotidien dans notre stratégie d'attractivité à impact par un périmètre d'action, premièrement, qui est celui de la région lyonnaise et qui nous permet de dépasser en fait un découpage administratif pour nous concentrer sur une échelle de bassin économique. Le rayonnement va au-delà. Ouais. Exactement, qui s'étend en fait à l'aire d'attraction de la métropole de Lyon et qui représente quand même 4 millions d'habitants. Hein, donc c'est assez un périmètre large. On travaille donc conjointement avec 10 territoires voisins de manière contractuelle pour répondre aux enjeux d'implantation de nos entreprises, de solutions et de compétences dans un contexte de changement et de sociétaux majeurs.
par une ouverture aussi sur l'Europe et sur le monde. Onlyon & Co fait notamment partie du réseau Choose Europe, exactement, qui rassemble en fait 14 agences d'attractivité européennes désireuses de positionner l'Europe comme un emplacement idéal pour les entreprises responsables et de haute valeur ajoutée. Et bien sûr, cette coopération, elle s'incarne par nos relations avec d'autres métropoles, comme Grenoble ou Marseille, par exemple, avec qui on travaille sur l'axe Méditerranée-Rhône-Saône, comme un levier en fait, d'attractivité durable pour l'implantation de cibles stratégiques industrielles qui pourraient profiter en fait de l'infrastructure logistique du port, de l'écosystème productif de la région lyonnaise, mais aussi du foncier tout le long de l'axe. Et sur Grenoble, Grenoble, ne l'oublions pas. Considéré quand même à l'échelle mondiale comme un centre majeur de l'innovation et des deep tech. C'est pour ça qu'on est là. Exactement, avec qui nous avons beaucoup de complémentarité, mais ça, je laisserai Bertrand et Cyril vous en dire plus. Exactement, merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Léa. Avec nous, justement, pour illustrer ce que ça donne sur le terrain. On reçoit au plateau nul autre que le grand patron d'Onlyon Invest. On dit Onlyon Invest ou Onlyon Co. On va dire Onlyon Invest. Invest, allez, Bertrand Fouché est le directeur de l'attractivité, l'innovation et des équipements d'intérêt métropolitain à la métropole de Grenoble, Cyril Isabello. Alors Bertrand, Léa le soulignait à l'instant, la grande métropole de Lyon, c'est 10 territoires voisins avec des enjeux, des stratégies d'implantation, d'ancrage d'entreprise qui peuvent être différents. Mais il y a une espèce de cohésion, c'est ce qu'on entendait. Est-ce que c'est la raison d'être de votre présence ici à Grenoble, ce travail avec les voisins justement ? On est déjà ici parce que Tech Fest en seulement 2 éditions s'installe, on le voit ici avec l'ambiance qui règne comme un événement majeur en fait de la tech, de la deep tech, avec un fort rayonnement en France et à l'international. Donc on souhaite faire partie de l'événement. La deuxième chose, ça a été dit par Léa, c'est qu'on met la coopération au cœur de notre stratégie d'attractivité. Donc Only Lyon, ce n'est pas seulement Lyon, c'est Lyon est unique, mais avec d'autres, voilà. Et c'est le message qu'on veut passer. Et puis enfin, c'est la reconnaissance de l'écosystème grenoblois qui est très utile aussi à l'implantation d'entreprises et d'investisseurs sur la région lyonnaise parce qu'ici, on trouve un écosystème extrêmement complémentaire, très riche en recherche fondamentale, sur les deep tech, sur l'innovation et qui soutient également l'attractivité de la région lyonnaise. Un petit mot peut-être sur la dynamique justement entre Lyon et Grenoble sur le plan d'innovation technologique. Les deux territoires, ils sont très complémentaires. Ça prend quelle forme cette complémentarité, Cyril Isabello ? Alors effectivement, les territoires sont très complémentaires, mais ils ont chacun leur spécificité. Donc Lyon est une métropole de 4 millions d'habitants sur un grand territoire, ce qui n'est pas le cas de Grenoble. Donc elle bénéficie d'une attractivité, d'une visibilité qui sert à Grenoble. Et sur le plan de la technologie, il y a effectivement à Grenoble et à Lyon des entreprises sur des secteurs d'activité assez différents et très complémentaires. On va dire plutôt la microélectronique sur Grenoble, la santé plutôt à Lyon, avec une présence à Grenoble, la chimie qui est sur les deux territoires avec les difficultés que l'on connaît. Donc effectivement, de grandes complémentarités, mais chacun sur des secteurs qui sont propres à leur spécificité. Bertrand, la tech, c'est un axe de coopération territoriale. Autrement dit, est-ce que c'est une filière d'attractivité pour Only Lyon ? Alors strictement, c'est pas une filière parce qu'on voit aujourd'hui que la tech soutient tout et notamment elle est absolument indispensable au chemin de décarbonation dans lequel sont engagées nos industries parce que sans IA, sans protection, sans cybersécurité, sans data, il n'y a aucune transition possible pour l'industrie et c'est en ce sens-là que cette filière, enfin ce secteur est extrêmement important. Donc nous on raisonne plutôt la tech comme facilitateur, support vers l'industrie 4.0, qu'elle soit décarbonée et notamment circulaire. Et par ailleurs, le fait de la prendre de cette manière-là, ça renforce énormément l'attractivité de nos territoires et on va trouver ici beaucoup d'investisseurs, entrepreneurs français et étrangers qui s'intéressent à nos territoires au pluriel et on veut les convaincre que c'est par la richesse et la robustesse de nos écosystèmes que pourront trouver ici une terre d'accueil favorable à leurs projets. Ouais, c'est ça, la tech qui irrigue en quelque sorte les autres filières, c'est ça qu'on comprend. À la métropole de Grenoble, Cyril, c'est pas une filière déjà, on s'entend. Du coup, c'est la tech, c'est quoi ? C'est l'ADN finalement de votre... Alors, effectivement, ce n'est pas une filière, mais il y a des filières technologiques et industrielles qui intègrent dans leur nature même une composante tech et deep tech centrale. Et à Grenoble, effectivement, on a ces entreprises. J'ai parlé tout à l'heure des semi-conducteurs qui sont vraiment
on va dire, l'image même de ce type de filière. Donc c'est vraiment important de pouvoir accompagner ces filières au travers de la tech et de la deep tech comme vecteur de croissance de ces entreprises, mais aussi contributive du développement de tas d'autres filières par rayonnement. C'est la même logique. Hein. Voilà, c'est la même logique. Grenoble, Bertrand, ça reste un partenaire stratégique pour la région lyonnaise au même titre que Marseille, Paris, Amsterdam dont parlait Léa. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de partenariat, il faut parler plutôt de coopération. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce que nous déployons effectivement avec de grandes villes françaises. Ça a été rappelé par Léa avec Marseille. Je pense qu'on a beaucoup à gagner à faire encore plus avec Grenoble et c'est un peu l'an 1 de notre coopération qu'on pose ici par notre présence à Tech and Fest. Plus largement, nous, ce qui nous guide, c'est clairement la boussole européenne. Ça a été dit par Laura, on est membre d'un réseau de grandes métropoles européennes. Choose Europe. Il y a 13 autres agences. Voilà, exactement, que ce soit Berlin, Stockholm, Helsinki, Barcelone et autres. Et notre enjeu avec Choose Europe, c'est de promouvoir les valeurs du continent européen, de l'Europe, pour en faire un facteur d'attractivité. Que ce soit sur le plan de la dynamique d'innovation, les engagements vis-à-vis de la décarbonation, la diversité, la problématique de l'inclusion. Ce sont des valeurs très fortes qu'on porte dans ce réseau-là, qu'on retrouve aussi à Grenoble et qui pour nous sont des marqueurs très forts de l'attractivité. Donc Grenoble, c'est important, on est super content d'être là, mais notre visée, notre boussole, c'est clairement l'Europe et dans le contexte géopolitique mondial auquel on fait face et auquel font face les entreprises et les investisseurs, je pense que c'est un actif en commun qu'on doit clairement cultiver. Le côté très solide justement de la coopération. On va vous remercier Bertrand Fouché et Cyril Isabello. Je rappelle Bertrand, vous êtes le directeur général d'Only Lyon Invest. Cyril Isabello, directeur de l'attractivité, l'innovation et des équipements d'intérêt métropolitain à la métropole de Grenoble. Et je vais vous demander de rester tous là parce que là maintenant, on va faire un petit peu d'exercice. C'est l'heure du Tech and Sport. C'est l'heure de ce Tech and Sport avec Mathieu Andreu. Mathieu, ça va bien? Ça va très bien. Alors, ça va très très bien. Alors, toutes les heures, on va expliquer un petit peu, puis là, on va vous mettre à contribution, hein, tous. Hein. Tu vas nous offrir un petit exercice de relâchement musculaire. Les visiteurs du Tech and Fest en ont clairement besoin. Exactement. Alors, cette première heure, on commence par quel exercice, Mathieu? On va commencer par un peu de mobilité surtout, parce que tout à l'heure, vous êtes assis, ça marche un peu dans le... Il faut se mettre debout, c'est ça qu'on... Exactement, on va tous se mettre debout, et on va faire un peu de mobilité. Vous allez voir, ça va vous faire du bien, parce que finalement, le sport, ce n'est pas que de la performance, c'est aussi du bien-être. Et on va commencer tout simplement par fléchir. Allez, on fléchit. Je vous propose que tous ceux qui sont avec ça nous fléchit ici, pas là-bas. ceux qui sont en live aussi, on fléchit exactement. On va déverrouiller les genoux tranquillement, parfait, exactement. Mais c'est pas que les genoux, on va aussi déverrouiller le haut du corps. Allez, voilà, ça coopère entre Grenoble. Et on déverrouille le pied qui est au sol aussi, le pied qui est au sol. Exactement, parfait, voilà. Ça va bien. Déverrouiller le haut Elle triche, Léa. C'est parfait. Waouh, Philippe, je vois que tu es en pleine forme aussi. Je sais pas. Exactement. Et Bertrand, puis on va finir par un dernier exercice parce que depuis tout à l'heure on utilise les bras aussi. D'accord, on vient mettre des rotations sur le bras gauche tranquillement pour bien déverrouiller. C'est sérieux en face là. Voilà. Et ouais, je vois que tout le monde s'y met. C'est parfait. Et sur le bras droit, voilà, en pleine forme. En tout cas, n'hésitez pas à bouger, c'est la santé, Philippe. Merci Mathieu. Mathieu Andreu qu'on peut applaudir. Ses routines d'échauffement. Vous pouvez les retrouver à travers plus de 60 fiches pratiques dans cet ouvrage très pratico-pratique qui propose des solutions adaptées à tous les sportifs pour optimiser les performances et surtout soigner toutes les blessures. Si cet ouvrage vous intéresse, vous suivez en fait Mathieu à la Digital League, c'est le pavillon qui est là-bas. Et là tu vois, j'ai perdu ma voix. Il faut faire des exercices aussi de la voix. À tout à l'heure Mathieu. À tout à l'heure. Et si on entraînait aussi la gestion des informations de vos entreprises pour optimiser tout simplement leur performance, il n'y a pas de raison, c'est la chronique Tech and Data avec nos amis d'Ederial. Salut Laurent. Alors on va prendre le micro Laurent, voilà. Il faut qu'on entende sa belle voix Laurent, il s'est un peu entraîné sur la voix justement. Voilà, on l'entend très bien. Super. Laurent Rousset, directeur du digital chez Everial, première chronique Tech and Data sur ce Tech and Fest 2025. Il va être beaucoup question d'IA sur ce Tech and Fest. L'IA, c'est un peu notre nouveau collègue de bureau, non ?
Je crois que de toute façon, t'en as un. On en a tous un nouveau collègue de bureau. Avant, on avait les stagiaires. En fait, c'est des gens qui prenaient pas de pause café, qui dormaient jamais, qui travaillaient pour nous. Et maintenant, en fait, ça s'appelle une IA. C'est un peu les mêmes, ouais, c'est ça. C'est un peu les mêmes. Et bien sûr, elle est là dans notre quotidien de consommateur. On l'a dans toute notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive maintenant dans notre domaine professionnel avec un peu de retard. Mais elle est là. Et de manière un peu contre-intuitive, elle est très présente dans le domaine RH. Le domaine des ressources humaines, finalement, reste un domaine très administratif, beaucoup de documents, beaucoup de choses réglementaires, et l'IA, aujourd'hui, a un rôle prépondérant dans tout ça. Si je prends, par exemple, un domaine qui est l'onboarding candidat. On a recruté quelqu'un, on est tombé d'accord, et là, top là, il faut y aller, il faut signer le contrat. Bon, on a tous eu l'expérience de j'envoie un mail avec ma CNI, mon justificatif de domicile, mon permis, mes diplômes. C'est le bordel. En général, on a oublié les documents. Derrière, on a 18 échanges de mails. Et bien là, l'IA, en fait, prend la main. Et avec un agent conversationnel, l'IA va pouvoir collecter les informations, finalement proposer une expérience sans couture à l'utilisateur. L'intérêt, c'est quoi? La RH arrête d'envoyer des mails. Elle va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Deuxième sujet, marque employeur. Je suis finalement dans une entreprise moderne qui a du digital, qui va m'accueillir de manière claire, tout en ayant toujours un contrôle, parce que finalement, le patron, ça reste nous, et c'est ça qu'il faut retenir. Donc l'intérêt pour tout ça, c'est quoi? C'est j'enlève du travail rébarbatif, je prends la main, et finalement, l'IA, c'est peut-être le moyen de travailler de manière plus humaine, et dans le cas des RH, c'est peut-être pas mal. Eh ben, c'est le message qu'on va retenir. Merci pour ces conseils, Laurent. Et justement, pour voir comment accueillir au mieux ce nouveau collègue, allez, disons-le, ce nouveau stagiaire, on reçoit au plateau de Tech & Data Stéphane Bousselive, cofondateur et CEO de la startup Unique AI. Salut Stéphane. Bonjour. Alors Unique AI, c'est une plateforme de recrutement qui utilise l'IA. Vous mettez donc un petit peu en pratique ce que vient d'expliquer Laurent, et ça met en lumière le fait qu'aujourd'hui les fonctions RH, donc recrutement, deviennent aussi des fonctions marketing chargées d'attirer, de convaincre, de closer les meilleurs candidats. En quoi l'IA elle vient soutenir efficacement cette nouvelle dimension? Donc, Unique AI, c'est une plateforme conversationnelle qui automatise l'intégralité du processus, pas que le recrutement. Ah, il n'y a pas que le recrutement. Ceci étant dit, effectivement, plus que jamais, la fonction RH est une fonction marketing. Et ça s'exprime de manière très concrète sur les 3 grandes parties prenantes. Premièrement, le candidat, plus grande personnalisation de leur expérience pour mieux les attirer. 2, ce qu'on évoquait à l'instant, côté manager, tout un tas de tâches rébarbatives qui vont être automatisées, donc gain de productivité. Et puis 3, un management, souvent quand on pose des questions au DRH, quelle est la performance de votre processus, c'est quoi vos indicateurs? Souvent, c'est il n'y a pas trop de réponses parce qu'ils ont du mal à avoir des données fiables. Et donc là, grâce à l'IA, on verra comment on permet de donner beaucoup plus d'indicateurs, beaucoup plus fiables et donc mieux piloter les processus. C'est là l'efficacité. Laurent a évoqué le fait que l'IA permet d'accélérer aussi donc le processus RH, c'est un peu aussi ce que vous expliquez, qu'il s'agisse de sourcing, donc de la sélection, de l'onboarding des collaborateurs. Concrètement, comment les algorithmes d'IA agissent à ce niveau-là? Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner? Alors on va prendre l'exemple d'un de nos récents clients qui est un grand groupe que nous tous sommes clients d'une manière ou d'une autre, c'est le groupe Areas, qui est un concessionnaire qui gère les cafés, restaurants des gares, aéroports, aires d'autoroute. Donc vous allez au Starbucks de Roissy, vous pensez que c'est Starbucks, mais en fait c'est piloté par cette entreprise Areas. C'est 2000 points de vente dans le monde, 600 en France, c'est 7000 recrutements. 2 chiffres très factuels, ils avaient 30 000 candidatures auparavant, et ça leur prenait grosso modo 1 mois pour recruter quelqu'un. C'est évident. Maintenant, ils ont plus de 200 000 candidatures en 1 an, donc c'est quasiment x10 en volume avec un budget de communication moindre. Et ils mettent moins de temps. Et ils mettent moins de temps, ils mettent 4 jours. Waouh. Justement, toutes les entreprises cherchent à optimiser la compétitivité, leur productivité. Au-delà du gain de temps qu'on vient d'évoquer et qu'apporte donc manifestement l'IA, est-ce que l'intelligence artificielle, elle contribue aussi à optimiser la productivité dans les processus RH? C'est la clé. En fait, ce que vient faire l'IA, c'est tout simplement remettre du lien là où était finalement arrivé un vide.
On évoquait le sujet des stagiaires. On souvent prend l'exemple des assistants ou assistantes de service qu'on avait dans les années 70, 80, 90 et qui ont été largement supprimés parce que les managers vont être autonomes pour tout faire eux-mêmes. Sauf qu'effectivement, à vouloir tout faire eux-mêmes, il y a un goulot d'étranglement, il y a plein de choses qu'ils n'arrivent plus à faire. Et donc justement, en remettant ce lien, les assistants conversationnels vont pouvoir fluidifier les processus, soulager les managers et améliorer la productivité au global pour l'entreprise. Et on a des indicateurs de mesure de cette productivité de manière efficiente? Alors il y a tous les indicateurs que peuvent utiliser l'entreprise. Tout dépend du processus dont on va parler. Que ça soit du recrutement, ça va être effectivement le volume de candidatures, la rapidité du processus, le taux de conversion à telle ou telle étape, par exemple pour collecter des documents et les authentifier, etc., etc. Ouais. Pour finir, si on se projette dans les prochains mois ou les prochaines années, c'est quoi les principaux défis que vous voyez dans l'IA appliquée justement au métier RH? Alors souvent on prend cette analogie, c'est un peu comme on vivait encore à l'ère de la calèche et on avait tous nos chevaux et nos calèches et l'automobile arrive. Les voitures vont être là. Et ce qu'il faut faire, c'est apprendre à les conduire. C'est exactement la même chose ici. De toute manière, l'IA est ici. Et la meilleure manière de s'y préparer, en fait, c'est de bien connaître ses processus pour mieux pouvoir ensuite déléguer à telle ou telle IA, telle ou telle partie de son processus. Donc en fait, ce que j'invite à tout le monde à faire, si c'est pas déjà fait, c'est prendre un bon petit crayon et un morceau de papier, le bon vieux et à crayon. Cartographier vos processus pour bien les connaître. Et les organisations, elles sont bien préparées selon vous déjà à cette transformation, celle qu'en tout cas vous observez? Non. Non. Ah ouais. Donc prenez votre papier et votre crayon avant de passer à l'IA. Ça le fait rire, hein, Laurent? Ouais, non, mais personne n'est préparé parce qu'en fait, on n'était pas préparé à l'automobile non plus. Je pense qu'aujourd'hui, on découvre et surtout, on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Et c'est ça la grosse différence. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous. Stéphane Boussini, je rappelle, vous êtes cofondateur et CEO de la start-up Unique AI. AI, IA, Unique, comme on veut. Allez, c'est bon, on est dit. Merci. Merci d'être avec nous pour ce Tech Fest Live 2025 depuis l'Alpexpo de Grenoble. On commence cette émission, on vous l'avait dit, la tête dans les étoiles. Et c'est une véritable icône du monde spatial qu'on accueille désormais au plateau. Première femme française et européenne à avoir volé à bord de la célèbre station spatiale ISS. Ancienne ministre, je vous demande s'il vous plaît de faire un triomphe à la scientifique et astronaute Claudie Aigneret. Allez, on y va, on l'applaudit. Merci Claude. Installez-vous ici. Merci d'être avec nous sur ce Tech Fest. Voilà, on se disait justement, avant de rentrer sur ce plateau, il y a du beau monde, c'est une ruche, c'est un bel esprit qu'il y a dans ce lieu-là. Alors avant de rentrer dans le détail de vos interventions sur ce Tech Fest 2025, un petit mot sur votre relation à notre région, puisque vous êtes originaire de Saône-et-Loire, le Creusot, pour pas le nommer. On n'est pas très loin d'ici, Claudie. Non, pas tout à fait. Ça fait partie d'une grande région. C'est une grande et belle région, on va le dire comme ça. On est ici sur des terres industrielles avec un esprit d'innovation qui s'est perpétué de génération en génération. Et ce, dans une grande diversité. Elle vous inspire quoi, cette dynamique industrielle de cette région-là, de cette grande région? Oui, cette grande région, c'est vrai que je suis assez admirative. J'ai eu l'occasion de suivre un peu certains parcours. Vous l'avez rappelé, j'ai eu la chance d'être ministre il y a déjà plus de 20 ans aujourd'hui. Et c'était le début de cette structuration de cet écosystème de Grenoble, autour de Grenoble, avec toute cette diversité sur les énergies, le CEA, bien évidemment. sûr, mais toutes les universités, évidemment. Les universités, ouais. Cette communauté académique, tout autant que cet écosystème industriel très, très florissant. Et c'était pas un pari complètement gagné d'avance, mais on voit en 20 ans, 25 ans, comment les choses se sont mises en place. Et c'est impressionnant de voir aujourd'hui cette ruche dont vous parliez, ces innovations, cette façon de porter effectivement les outils qui peuvent nous permettre d'être meilleurs demain, pour le monde de demain. Sur ce Tech Fest, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de chercheurs. Grenoble, c'est une terre de chercheurs, d'universitaires, on vient de le rappeler. Vous souhaitez adresser à ces chercheurs un message. Si je devais résumer, c'était « Attention, soyez garant du sens que vous portez ». C'est un peu ça le message que vous voulez adresser? Oui, c'est le sens de la tech. Ouais. C'est le motto de votre réunion d'aujourd'hui, du festival. Et c'est vrai que ça me paraît de plus en plus important aujourd'hui. On a tous conscience qu'effectivement,
la recherche scientifique et la recherche technologique nous permettent d'avoir des outils très très puissants. On entend parler d'intelligence artificielle, on entend parler de toutes ces solutions, et autres. Ouais. solutions potentielles pour ces enjeux majeurs que nous devons affronter. Ça va très très vite, c'est très puissant. On n'est pas simplement dans apporter un progrès matériel comme ça pouvait être le cas il y a quelque temps. On est aujourd'hui avec une technologie qui va changer les dynamiques sociétales, économiques, politiques. Donc il y a un pouvoir qui est très important aujourd'hui. Et ceux qui conçoivent ces outils de ce pouvoir, de cette puissance d'agir, je pense qu'il faut qu'ils aient toute conscience qu'ils ne sont pas simplement des technologues, des techniciens, des ingénieurs, mais qu'ils ont aussi à donner du sens, porter des valeurs, endosser des responsabilités aussi par rapport à la puissance qu'ils sont en train de mettre entre les mains. Un peu dans l'état d'esprit que Yoshua Bengio et d'autres, Yoshua Bengio qui est un des pères de l'intelligence artificielle, ont signé avec plusieurs scientifiques. Ils disent attention, maîtrisons l'outil que nous avons entre les mains. C'est un peu ça le sens de ces Oui, mais je crois que le sens de la tech, c'est aussi de se dire qu'il faut tout faire pour garder l'humain au cœur de la technologie. Et je pense que c'est ça qui peut donner du désir pour continuer à créer, à innover. Parce que si on n'est pas embarqué dans l'aventure, on a plutôt tendance à être en défiance, à en avoir peur, avoir une forme d'anxiété par rapport à tout ça. Donc effectivement, il faut être garant d'une responsabilité. Je crois qu'effectivement, la tech ou la science aujourd'hui, elle n'a pas obligatoirement toutes les solutions, elle n'a pas obligatoirement toutes les vérités. Ça n'est bien sûr cette Donc sous-entendu, il ne faut pas lui donner non plus toutes ces vertus-là. Mais je crois qu'il y a une chose qu'on sait quand même, c'est qu'on sait ce qui est faux. Ça, c'est la démarche scientifique, la rigueur, la qualité de l'expérimentation de l'ingénieur. On sait ce qui est faux et on sait ce qui ne marche pas. Et c'est important d'avoir cette prise de conscience, pour pouvoir aller plus loin, continuer à avancer. Réconcilier finalement les sciences humaines, sociales, les sciences de l'ingénieur, c'est un peu ça le sens, relier l'humanisme à la technologie. On est devenu trop techniciste selon vous? Alors, si je prends le domaine du spatial, qui est quand même le domaine que je connais que vous connaissez pas mal quand même, hein? C'est vrai qu'on a des transformations complètes du paysage. Et on va parler un petit peu plus tard justement de ce qu'on appelle même le New Space aujourd'hui. Mais cette transformation complète du paysage, elle nous oblige, et c'est peut-être ce que j'ai vécu quand j'étais dans la station spatiale, avec ce corps flottant en 3 dimensions et regardant la Terre par le hublot, prendre un peu cette distance et se dire que, au-delà de la technologie, au-delà de ces recherches, il faut qu'on soit aujourd'hui vigilant à mettre toutes ces valeurs que vous évoquez, l'humanisme, réfléchir sur le plan géopolitique, réfléchir sur les impacts environnementaux, bien évidemment, de ce qu'on peut mettre en place. Ça nous amène à avoir peut-être cette distance même un peu philosophique par rapport à le sens du tech, par rapport au progrès, par rapport à l'innovation, où on va un progrès avec des limites quelque part. Alors les limites planétaires, on sait tous, on en parle tous. Mais moi, je parle aussi des limites dans le champ de l'exploration de l'espace extra-atmosphérique, bien évidemment. On peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Ça, on l'a dit depuis longtemps. Et surtout, je crois qu'il faut remettre des valeurs essentielles. On a quand même la chance de pouvoir, avec la recherche et l'ingénierie, se mettre au service d'un bien commun, au service d'un intérêt général. Donc, voilà. Il faut pouvoir garder ce qui est l'émerveillement, la fascination de la découverte, tout en se laissant porter par le progrès scientifique. Ça veut dire qu'il y a plein de choses et que c'est pas que des ingénieurs dont on a besoin dans la tech. Des philosophes, des scientifiques, des penseurs, des humanistes, des juristes et des juristes et des jeunes. Là, on va en venir à cette question des jeunes parce que vous parliez d'émerveillement et c'est effectivement un mot qui est ici très présent au Tech and Fest. De nombreux jeunes vont visiter le Tech and Fest, en particulier demain, jeudi. Votre présence, c'est aussi un appel à la jeunesse pour lui donner envie d'adhérer à cette science à visage humain. C'est un peu ça aussi que vous voulez leur adresser comme message? Oui, sans doute. Alors, les chercheurs, ils sont, comme vous le disiez tout à l'heure, des garants
la qualité de ce qu'on va proposer. Mais ce sont aussi des médiateurs. Et moi, j'aime beaucoup être un médiateur de vulgarisateur cet aussi. amour, Ouais. de cette passion Ouais. de la science qui a été la mienne, qui a fait le bonheur de la carrière que j'ai pu avoir. Donc, il y a l'exemplarité quelque part. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel parcours on peut avoir? Qui on peut rencontrer? La coopération. C'est des choses qui donnent envie. Après, il y a la qualité de ce qu'on peut réaliser. Et puis, il y a l'émotion de la découverte, Ouais. la fascination de la réalisation. Donc, oui, on a aussi ce rôle de transmettre la passion et l'enthousiasme. Hein. Ouais, mais je vous cite, Claudia Ignoré, rêver grand et oser, car tout devient possible grâce à la science. C'est ça aussi, cette idée d'idéal, cette idée de dépasser aussi nos réalités et donc de se projeter. Oui, alors repousser ses limites, Ouais. en tout cas, parce que tant qu'on n'a pas essayé, c'est pour ça que le oser, l'audace, c'est de se dire que on ne sait pas trop où elles sont les limites, hein, donc il faut les repousser plutôt que de se dire qu'on va les dépasser. Donc il faut oser. Mais pour oser, il faut avoir du désir, il faut avoir de l'envie pour avancer. On n'y va pas à reculons, Ouais. à repousser. Donc il faut des gens qui les donnent ce limites. désir-là. Donc il faut quelques exemples, quelques incarnations, quelques lieux festifs qui donnent cette envie-là. Je crois qu'il faut être lucide et reconnaître que ces outils puissants que sont la science et la technologie, ce sont quand même des outils de progrès. Si on arrive à les contrôler, les maîtriser et qu'on garde l'homme avec un grand H au cœur. Les fameux mots, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il faut l'avoir ça en et tête. vous avez évoqué Oui, Claudie. dans la jeune génération, alors je vais faire mon petit mot parce qu'il faut toujours le faire, parce qu'on est encore en retard sur ça. On a besoin de tous les talents de la jeune génération, c'est-à-dire les jeunes gens qui sont là et les jeunes filles qui ne sont pas assez là. Donc, qu'elles nous rejoignent. Qu'elles nous rejoignent, voilà, c'est le mot d'ordre. Merci beaucoup Claudia Ignoré. Je rappelle, Merci. vous êtes scientifique astronaute, ancienne ministre et désormais campus, aussi, en l'occurrence celui de l'école des mines d'Alès. Vous êtes à campus. Je suis la marraine de Et la quelques marraine, groupes ouais, c'est ça. scolaires. Et de des quelques écoles, il y en a plein d'écoles. Il y a Châtellerault. Ça me fait plaisir. Ah bah j'imagine. Et à Caen une école? Il n'y en a pas à Grenoble, hein? Pas encore. Pas. Allez, on va suivre le dossier de près. Merci beaucoup Claudia Ignoré. Merci à vous. Merci. Au Tech Fest Live de 2025, il est question ici de solaire, de soleil. Un grand projet de giga-usine est en cours de réalisation à Fos-sur-Mer, près de Marseille. Ce sera l'un des plus gros parcs de panneaux photovoltaïques en Europe. Pour en parler, nous recevons au plateau Nicolas Chandelier, le directeur général de Carbone, l'entreprise qui est derrière ce projet fou. Et on l'accueille, s'il vous plaît. Et voilà, au moins, voilà, il est avec nous. Il est avec nous, Nicolas. Il n'y a pas le train, il n'y a pas le train. Alors, c'est l'un des plus gros parcs de panneaux photovoltaïques en Europe. C'est votre projet. Il est fou, ce projet, Nicolas. Complètement fou. Complètement fou. C'est ça qu'on aime. Il y a une volonté quand même derrière tout ça, clairement affichée des autorités publiques, de voir la France, l'Europe se doter d'un acteur majeur intégré sur un marché qui est ultra dominé par les Chinois. On est encore en mesure de peser face à ces Chinois, justement, sur le photovoltaïque? En fait, ça c'est la bonne question, parce qu'évidemment, ces projets vont demander de l'investissement public, d'accord, et pourquoi, d'accord. Évidemment, il y a cette notion de souveraineté, d'indépendance de la fourniture sur des matériaux stratégiques. On parle de l'énergie. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, 90-95% de la fourniture s'est développée en Chine. Donc, ils ont aujourd'hui développé pour des enjeux domestiques. La Chine a mis ça à l'agenda il y a 20 ans et aujourd'hui a des capacités 2 fois plus que le monde en a besoin et ils font des bons produits. D'accord ? Donc, pourquoi le faire ? Pour cette souveraineté, justement, pour cette indépendance en tout cas. Et est-ce qu'on peut arriver à être compétitif ? Et aujourd'hui, je pense que cette innovation technologique aujourd'hui autour de l'automatisation et la digitalisation, regardez la TechFest, regardez les stands, parlez d'IA dans tous les domaines, d'automatisation, amène une opportunité à l'Europe et à la France de redévelopper une industrie compétitive versus des pays qui ont existé sur low cost. Pourquoi ? L'idée, c'est quoi? C'est être maître chez nous, finalement, sur cet aspect-là. L'objectif, c'est de déclarer une souveraineté. Quand on regarde tout ce qui se passe au niveau de l'énergie, la transition énergétique, aujourd'hui, on a des dépendances
Mais il faut donner des chiffres parce que vous avez un objectif qui est quand même assez ambitieux. On rappelle que vous avez été lancé au premier trimestre 2022, Carbone. Vous avez un objectif de vous faire une place dans le top 10 des fabricants mondiaux de panneaux photovoltaïques avec une capacité projetée de 5 gigawatts, on est bien d'accord. C'est ça. Ça représente combien de panneaux en tout? Il faut qu'on se donne une idée un petit peu de ce que ça représente. Parce que 5 gigawatts, ça parle pas C'est vrai, c'est assez virtuel. 5 gigawatts, c'est 10 millions de panneaux par an. 10 millions. Voilà. 10 millions. C'est 3000 personnes, un site de 3000 personnes, 250 000 mètres carrés d'usine. C'est très gros. Ouais, c'est énorme. C'est effectivement très gros. Et ça demande des moyens, ça demande des ressources, Absolument. Ça demande des fonds. Il reste, je crois, quelques étapes à franchir sur l'investissement. Un investissement qui est nécessaire autour, je pense, de 1,6 milliard, c'est ça, d'euros. Il demeure à compléter cet investissement. Oula, oui, on est dans les premières phases. Vous êtes bien parti? Bah écoutez, on espère. Là, on va clore d'ici un mois une première levée de fonds. D'accord. Ouais. Après, ces investissements sont structurés. C'est des projets, c'est des sujets stratégiques qui s'intègrent dans des réglementations européennes avec une vraie volonté. Donc oui, il va y avoir un quart de subvention, un quart d'equity public et une moitié de dette qui va être levée. Mais tout ça, en fait, je pense que la question fondamentale, c'est est-ce que cet argent investi, qu'il soit public et privé, et parlons de l'argent public, les privés ont leur ratio pour retrouver leur argent, est-ce qu'il vaut le coup? Et quand on regarde ne serait-ce que l'argent généré par un site industriel tel que Caverne va le créer, 3000 personnes, 9 directs, emploi direct, 9000 indirects. Quand on regarde l'argent public généré par un tel site industriel, des cotisations sociales, mais des chômages qu'on ne paye pas, on n'est pas au plein emploi, d'accord? Cet argent public est largement supérieur généré tous les ans que l'argent public qu'on a besoin pour l'investissement ou pour être compétitif et vis-à-vis d'un acteur chinois qui existe depuis 20 ans avec un outil amorti. Et vous le disiez, il est quand même une question de souveraineté. C'est la question aussi numéro un. En dehors, effectivement, de tous ces impacts positifs en termes d'emploi, en termes d'attractivité. C'est la question de la souveraineté énergétique, mais aussi de décarbonation de l'économie. On en fait suffisamment, à vos yeux, actuellement, pour décarboner, quand on sait que le solaire en France, ça représente encore une part plutôt minime du cocktail énergétique, alors que ce n'est pas forcément le cas en Europe, c'est en train de monter chez nos voisins. On en fait assez ou pas? Là, je ne vais pas être objectif. Non. Quand on regarde quelle est l'énergie, l'électricité, d'abord dans cette transition énergétique, où on va avoir plus d'électricité par rapport à du gaz, du pétrole, ça déjà, cette transition va permettre de décarboner l'industrie, décarboner notre environnement. Mais pour ça, il faut augmenter notre capacité électrique. Le photovoltaïque va permettre de compenser le nucléaire. Le nucléaire, c'est plusieurs années pour mettre des centrales nucléaires. Les prochaines centrales nucléaires, c'est 2035. D'accord ? Le photovoltaïque, il faut quelques mois pour mettre une centrale en place. Et le coût de l'énergie photovoltaïque est 2 à 3 fois moins cher que le coût de l'énergie de l'électricité nucléaire. D'autant plus quand on sait que le parc est vieillissant, le parc nucléaire est vieillissant, qui va coûter énormément d'argent. Donc c'est pas une guerre l'un contre l'autre, et on peut inclure aussi l'éolien. Je pense qu'on a besoin de toutes ces énergies et il faut qu'on avance le plus vite possible. Il faut pas les mettre en opposition, mais il faut que cet outil industriel va permettre d'accélérer justement ce déploiement de ce type d'énergie. Il y a un plan de bataille, et c'est pas moi c'est le plan de bataille français affiché, dont l'objectif est d'installer 100 gigawatts de panneaux solaires à l'échelle de l'Hexagone d'ici 2050, contre 20 gigawatts aujourd'hui. Est-ce que cette ambition, elle est réaliste ? La demande est là, ça c'est des chiffres évidemment, ça c'est des choses qui peuvent se factualiser très bien, et on voit le potentiel du marché. Donc le potentiel du marché n'est pas du tout une question, d'accord ? La question c'est assurer... Il n'y a pas de question sur la demande, mais non, une question sur la question n'est pas sur la demande, la question c'est où est-ce qu'on veut les acheter. Est-ce qu'on veut les acheter en Chine ou est-ce qu'on veut les acheter en France ou en Europe, d'accord ? Avec toute cette création de filières. Mais par contre, pour les acheter en Europe, il va falloir accompagner, développer, supporter le développement d'une filière industrielle qui sera à terme tout à fait rentable et qui va amener aussi toute son innovation, toute cette vue à long terme et cette empreinte, et développer tout un nouveau secteur industriel qui avait complètement disparu. En tout cas, il faut de l'ambition politique et semble-t-il, elle est là.
Quand Pour tu as un l'instant, gouvernement, oui. En tout cas, au niveau du Mais président, absolument, elle y est. la volonté est là. Écoutez, merci Nicolas Chandelier. Je rappelle, Merci à vous vous. êtes directeur général de l'entreprise Carbone. Et puis évidemment, on se souhaite tous un tas de panneaux photovoltaïques bien sûr. qui habitent nos espaces pour plus de décarbonation. Voilà, c'est le message. Merci beaucoup Nicolas. Merci. C'est la fin de cette première heure du Tech Fest live. On termine en beauté avec nul autre qu'Ariane Cronel. Ariane, elle est là, on va la saluer. Ariane, elle peut venir avec nous sur le plateau, voilà, directement. Exactement, Ariane, elle s'est pas perdue dans les travées de ce Tech Fest. Comment elle va, Ariane ? Ça va bien. Ah, le micro, il va falloir... Voilà, le micro fonctionne. Voilà. Ça va bien ? Ça va très bien. Ariane, donc très célèbre pour le non moins fameux podcast Enquête d'avenir. Enquête d'avenir, on rappelle, c'est le podcast qui enquête sur l'avenir qui nous attend. On se projette dans 20 ans avec le podcast. Et parce qu'on est chanceux au Tech Fest, Ariane nous offre à chaque fin d'heure de ce Tech Fest Live de donner vie à l'un de ces épisodes de son balado et de le rendre interactif. Rien que ça. C'est un peu comme si un enquêteur partageait finalement tous ces indices avec nous. Ça s'annonce passionnant. Et donc, Ariane, on va commencer par un premier sujet. On va parler de crise. On parle de crise. Et il faut bien en parler. Tout le monde en parle, mais là, on va en parler justement en se projetant. Je vous laisse donc en excellente compagnie et je vous retrouverai pour ma part à 14h pour accueillir entre autres au plateau Arthur Aubeuf, cofondateur de Team for the Planet, Akima Berdouze, fondatrice et CEO de la start-up Hop Valley AI, ainsi que les ambassadeurs de la recherche pour lutter contre la maladie de Charcot, Lorraine Nicolas et Vivier Beretti. À tout à l'heure. Mais tout de suite, place à Enquête d'avenir. On parle de crise. Et oui, on parle de crise. Alors, je pense que personne n'a tellement envie de parler de crise, mais on va le faire quand même parce que ce mot crise, il est tellement présent dans ce qu'on dit aujourd'hui qu'on ne sait plus finalement tellement ce qu'il signifie. Crise de nerfs, crise politique, crise institutionnelle, crise gouvernementale, crise financière, crise climatique, crise de foi, bref. Est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle quand on parle de crise ? Eh bien, moi, j'ai un petit doute. Si je vous demande, par exemple, à quoi vous pensez spontanément quand je vous dis crise, généralement, vous n'allez pas me donner des réponses très positives. Vous allez me dire problème, accident, difficulté, catastrophe, drame, impasse, bref. Les synonymes qu'on rattache au mot crise sont généralement peu positifs. Mais pour moi, on fait une confusion entre la crise, l'accident et la catastrophe. Finalement, un accident ou une catastrophe, moi je décrirais ça comme une brèche momentanée dans un environnement qui est stable. Vous avez votre environnement stable, pouf, accident, catastrophe, retour à l'environnement stable. Mais la crise, c'est pas ça. J'emprunte la définition que je vais vous donner de la crise à l'excellent Patrick Lagadec, qui a été un pionnier des recherches en gestion de crise dans les années 60 en France, au laboratoire de l'école polytechnique. Et Patrick Lagadec, ce qu'il nous dit, c'est que la crise, c'est pas un accident, une catastrophe. La crise, c'est la destruction des références. Et quand on parle de références, on veut dire l'architecture inconsciente qu'on a, tous, chacun, dans notre tête, qui nous permet d'analyser le monde, de se situer par rapport à ce qu'il se passe. Finalement, notre référentiel, il nous permet de classer un événement selon qu'il est conforme à ce qu'on est en droit d'attendre de notre environnement stable ou non conforme. Et évidemment, notre analyse de conformité de l'événement, elle va dépendre de ce qu'on attend, ce qu'on prévoit qu'il devrait se passer, toutes choses égales par ailleurs. Alors, on a généralement des réponses toutes prêtes pour l'accident ou la catastrophe. On a des processus incendie, on a des plans de gestion de crise, on a des processus dans notre corpus institutionnel. Par exemple, si le président de la République venait à décéder brutalement, ce qui s'est déjà produit, eh bien, on sait ce qu'on doit faire, les textes le prévoient, on a nos petites fiches et on sait exactement comment on doit se comporter. Le problème de la crise, c'est qu'on n'a pas de fiches toutes prêtes, puisque cet événement sort de notre référentiel. Je vais vous donner un exemple. On va se transporter aux États-Unis, c'est d'actualité. Si, pendant le mandat de Bill Clinton, par exemple, ou même celui de Barack Obama, j'étais venu vous voir en vous disant, vous savez, un jour, un président en exercice, à l'issue des élections qu'il aura perdu, va lancer contre le Capitole ses partisans armés et pour certains vêtus de peau de bête pour prendre d'assaut la Maison-Blanche. Au mieux, vous m'auriez tendu un éthylotest, plus certainement, vous m'auriez conduite directement
à Sainte-Anne. Et c'est ça, en fait, la crise. C'est l'irruption de l'impensé, de l'impensable. Et en ce moment, côté destruction des références, je trouve qu'on est plutôt servi, puisque entre les appétences de Trump pour le Groenland, entre les révélations sur l'abbé Pierre et la crise climatique, à toutes les échelles, finalement, nos référentiels sont bouleversés. Et on est donc bien dans une crise systémique. Il ne s'agit pas d'un accident ponctuel avant le retour au mieux avant. C'était mieux avant. J'adore la phrase « c'était mieux avant » car j'aime beaucoup écouter les promesses de ceux qui nous disent « c'était mieux avant, donc on va retourner à avant ». Avant la crise, sous-entendu. Oui, mais avant, c'est quand? Et puis c'est avant pour qui? Est-ce que c'est avant pour les malades du sida, avant 1990 ou après 1990? Et pour les femmes, c'était mieux avant 1976 ou après 1976? Et pour les ouvriers des usines en France, c'était mieux avant 1936 et les congés payés ou c'était mieux après? La difficulté avec le c'était mieux avant, c'est qu'on ne précise jamais évidemment quand était avant ni pour qui. Revenons à notre crise. Chez le médecin grec du 5e siècle, avant Jésus-Christ, donc ça fait quand même un paquet de temps, le mot crisis, c'est l'acmé d'une situation. C'est le moment, le point d'inflexion de la maladie, le moment où tout peut basculer, bifurquer dans un sens ou dans l'autre, vers le pire ou vers le meilleur. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en crise. C'est une période où nos repères sont chahutés et pour autant la marche du monde ne s'arrête pas. Il faut donc continuer à prendre des décisions. Mais quand les référentiels explosent et qu'on est en crise, est-ce qu'on peut continuer à prendre des décisions comme on le faisait avant? Si on le fait, on se retrouve à dire avec beaucoup de bonne foi « qui aurait pu prévoir ?» Mais qui aurait pu prévoir, c'est le genre de phrase qui démontre qu'on a confondu la crise avec l'accident ou la catastrophe. Parce que qui aurait pu prévoir, c'est une manière de dire « oh, s'il vous plaît, ramenez-moi à ce temps béni où les référentiels étaient stables et où donc je pouvais trouver dans mes fiches une réponse ». C'est la preuve qu'on refuse de lâcher ces référentiels et qu'on a beaucoup de mal à se projeter dans autre chose que ce qu'on connaît déjà. Résultat, on est toujours dans une logique de « j'ai un problème, je cherche la solution ». Et d'ailleurs, c'est un de nos travers, c'est de chercher une seule solution. Et je vous laisse avec cette question en suspens. Merci beaucoup, Ariane. Merci. À tout à l'heure, Philippe. Et à tout à l'heure.